Bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro des Rendez-vous de l'info. Comme chaque samedi soir et chaque dimanche soir, nous revenons sur l'actualité qui a marqué cette semaine. Nous serons pour ce faire en compagnie d'un invité qui, du début jusqu'à la fin de l'émission, nous donnera son avis, son opinion, ses impressions. Je vous propose de le retrouver, il nous attend. Je viens de retrouver notre invité, il s'agit d'Olivier Novou, le directeur de la laiterie de Mayotte. Olivier, bonjour. Bonjour Amina. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc vous nous avez emmenés aujourd'hui ici, sur une place. Vous pouvez nous en dire davantage? Où est-ce que nous sommes? Nous sommes, on va l'appeler la place de l'horloge, on est à côté de l'Eleven Lounge, on est surtout au Biwi Café, on va leur faire un peu de publicité, tout simplement pour des facilités d'organisation par rapport à mon agenda et vos disponibilités. On s'est retrouvés ici, c'était le plus simple, il n'y a pas de raison particulière. En même temps, c'est un cadre assez agréable, on voit que ça vit, il y a beaucoup de vie dans cette place. Tout à fait, c'est une place qui est devenue centrale dans ce nouveau quartier des Hauts-Vallons. Donc effectivement, c'est un lieu de rencontre, ici passe pas mal de choses le matin, au moment des repas en règle générale. C'est un lieu de passage, donc souvent c'est plus facile de rencontrer les chefs d'entreprise ici tôt le matin et entre midi et deux qu'ailleurs ou dans leur bureau. Donc ici passe pas mal de choses en effet. Donc Olivier, vous savez que dans notre émission Les Rendez-vous de l'info, on revient sur l'actualité de la semaine et ça ne vous a pas échappé sûrement, le sénateur Thani Mohamed Soilihi, qui a convoqué la presse pour faire un bilan d'étape sur ses activités. On regarde ce reportage de Shakila Issouf. Des dizaines de courriers auront été écrits aux différents ministres pour dénoncer la désertification du territoire en médecins, pour emporter l'intégration des surveillants de prison mahorais à la fonction publique, pour que le document stratégique Mayotte 2025 ne se résume pas au seul travail des fonctionnaires et que les Mahorais y participent. Le sénateur Thani Mohamed Soilihi est actif et n'hésite pas à le faire savoir. Ce sont ces deux amendements, l'un concernant la taxe de ramassage des ordures et l'autre concernant la taxe des assurances. Et grâce à ces amendements que j'ai fait passer au Sénat et que le député Ibrahim Aboubakar a fait passer ensuite à l'Assemblée nationale, eh bien, plutôt que de se retrouver à payer du jour au lendemain plus de 35% de taxes en plus par rapport à la moyenne, eh bien, ces taxes vont être modulées sur 5 ans. Le chantier de Mayotte reste considérable et l'homme ne manie pas la langue de bois, notamment en évoquant la réserve parlementaire, 130 000 à 150 000 euros disponibles, mais si compliqués à débloquer, les dossiers remis ne tenant pas la route ou étant incomplets. Pour que les collectivités puissent bénéficier de cette réserve parlementaire, il y a des conditions à respecter, des dossiers à monter. Que je me ferai fort d'expliquer à chaque collectivité si la demande en est faite. Il faut cesser de fantasmer sur cette réserve parlementaire qui est une somme modeste mais qui pourrait être utilisée à bon escient. Le 28 septembre prochain, le sénateur devrait passer de gauche à droite. Le basculement de la majorité semble inéluctable avec ce renouvellement de 50% des sièges. Thani Mohamed Soilihi n'est pas concerné par ce vote et s'il ne s'inquiète pas, ayant déjà travaillé au Sénat dans l'opposition, il redoute cependant que ses projets pour Mayotte ne soient plus prioritaires ou portés comme c'est le cas aujourd'hui. Alors le sénateur Thani face à la presse, le sénateur qui, selon lui, le premier devoir d'un élu, c'est de communiquer et de rendre des comptes. Vous pensez qu'on y est aujourd'hui, Olivier ?
Alors déjà, de rendre des comptes, effectivement, un élu, dès lors qu'il a été élu, se doit effectivement de rendre des comptes sur son action, puisque généralement ils sont élus sur la base d'un programme, donc c'est bien d'avoir des points d'étape pour savoir où il en est sur le programme qu'il a proposé au début de son mandat. Il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, le sénateur Tani est le seul à ma connaissance, à s'astreindre à cette tâche. Personnellement, je trouve que c'est un élu qui fait très bien son travail. Je crois d'ailleurs qu'il a été reconnu pour son action au Sénat au-delà de ce qu'il fait pour Mayotte, puisque je crois qu'il participe à un certain nombre de commissions qui vont au-delà de Mayotte. C'est quelqu'un qui a su prêter une écoute attentive aux problématiques que j'ai pu être amené à lui soumettre en tant qu'élu de la CCI. Comme quoi, par exemple ? Ou en tant que chef d'entreprise par rapport à l'octroi de mer, par rapport à des difficultés que l'on rencontre pour pouvoir distribuer des collations scolaires, puisque vous savez que nous ne travaillons pas en direct avec les écoles, mais nous fournissons des produits à des prestataires qui travaillent en direct avec les mairies. Donc on est au fait des différentes difficultés que les écoles peuvent rencontrer pour stocker des produits laitiers frais, par exemple. Dans les écoles, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chambre froide, il n'y a pas de frigo, donc c'est nous qui prenons en charge ce poste. En quoi l'action du sénateur Simplement pour le sensibiliser au fait que sur un département d'outre-mer, aujourd'hui on souhaite mettre en place des dispositifs propres au département, mais que souvent on est confronté à un manque de ressources, un manque de moyens que les départements sont censés, dont les départements sont censés disposer. Simplement l'alerter récemment sur la réforme des rythmes scolaires, sur le fait que on se retrouverait, que cette réforme appliquée à Mayotte en l'état risquerait d'être contre-productive, au sens où, alors que nous sommes parvenus en 3 ans à placer des produits locaux dans les collations, cette réforme risque, comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans certains médias, cette réforme risque de conduire à ce qu'on supprime des produits locaux dans les collations, avec des conséquences significatives pour les industriels dont nous faisons parler. Donc j'ai été amené très récemment à le sensibiliser. C'est quelqu'un qui est donc encore une fois accessible, qui est à l'écoute et qui, à travers le bilan qu'il a dressé avec vous récemment, a quand même un bilan relativement positive. Donc vous en tout cas, validez en fait. Il est force de proposition et j'espère qu'il pourra poursuivre son action là où il est. On a besoin d'élus comme lui, à l'écoute, actifs et qui prennent à cœur leur mandat d'élu en rendant compte. Je pense qu'effectivement la population, c'est la moindre des choses que de lui rendre compte des actions. On va continuer sur de la politique, donc ça ne vous a sûrement pas échappé non plus. Un retour attendu pour certains, un peu dubitatif pour d'autres, c'est le retour de Nicolas Sarkozy en politique. Camar, lui, en a entendu parler et voilà l'analyse qu'il en fait de ce retour. On l'écoute. Allez, on enchaîne et on termine avec le retour de Nicolas Sarkozy. Il nous reste 1 minute. Voilà, Nicolas Sarkozy de retour, is back. Bien sûr, on l'a vu le mec. Oh, franchement, c'est vrai que... Et dans ce pays déjà, hier, il y a des mecs qui ont sorti des vestes juste pour sortir des vestes. On n'a pas compris, mais pourquoi vous êtes tous en costard, cravache comme ça là? Ouais, parce que le seul Messi de ce pays est de retour. Je vous assure. Parce que tu crois que le bordel à Kawini là, si c'était Sarko, oui. Si c'était Sarko, oui. Eh ben, tu vas voir que ça sera Sarko. Vous l'aurez compris, c'est Camar qui nous fait son analyse à lui, bien personnelle du retour de Sarko en politique. Mais Olivier, je vous propose de voir la vraie version de ce retour en politique de l'ancien président de la République, donc avec ce reportage de Camille Leca. Est-ce que je peux dire, la France s'écroule? Les gens ne croient plus dans la politique? Ma famille politique est divisée comme jamais? C'est bon, j'ai compris. Je reste à la maison? J'abandonne les gens? On a besoin de lui, alors il revient. Voilà l'essentiel du message qu'a voulu faire passer Nicolas Sarkozy hier soir sur le plateau de nos confrères de France 2. D'une certaine façon, c'est aussi l'âge qui vous apporte
Peut-être un peu moins d'énergie, mais plus de sagesse, plus de recul. Devoir, sagesse, mea culpa et nouvelle perspective. Pendant 40 minutes, l'ancien président a jonglé entre les postures pour expliquer les raisons de son grand comeback. Sans surprise, pour l'UMP de Mayotte, la nouvelle est salvatrice. Je considère que c'est une très bonne chose pour les Mahorais de façon générale, parce que Sarkozy à Mayotte, c'est l'homme du haut débit, de l'aérogare, du centre universitaire, c'est l'homme de la départementalisation, donc c'est déjà une bonne chose pour nous en tant que formation politique, mais aussi de façon générale sur la situation de Mayotte. Et même chez ses adversaires, on porte un regard plutôt bienveillant sur son retour. Pour le paysage politique, la présence de Nicolas Sarkozy reste un rempart efficace au Front National, selon le député Bouenali Saïd. Mais attention, ça n'exempte pas l'UMP d'un bilan. J'espère que Nicolas Sarkozy dira son bilan, comme la droite à Mayotte d'ailleurs, dira son bilan, exprimera ce qu'elle a fait de par le monde, en Outre-mer et au niveau national. Après, on verra quelles réformes il faut mettre en place pour construire les pays territoire par territoire, la métropole comme les Outre-mer. Premier objectif pour Nicolas Sarkozy, décrocher la présidence de l'UMP et remettre son parti à flot. Mais personne n'est dupe, la présidentielle de 2017 plane au-dessus de ce grand retour. Une annonce faite officiellement dimanche soir chez nos confrères de France 2 et qui a fait couler beaucoup d'encre depuis. Vous, Olivier, qu'est-ce que cela vous inspire, un tel retour ? Je ne sais pas si on peut parler de retour. Est-ce qu'il s'est véritablement absenté, Nicolas Sarkozy il avait annoncé son retrait. 2 dernières années. Oui, moi j'ai eu l'impression qu'il était toujours aussi présent dans les médias. Il planait sur le monde politique. Mon analyse, c'est qu'il ne s'agit pas d'un retour. Il revient avec un objectif clairement identifié. Après, je pense qu'effectivement sur Mayotte, ça a une résonance encore plus importante, au sens où effectivement, comme l'a dit Adedi Giuliani, on associe Nicolas Sarkozy à un certain nombre de progrès. Reste à savoir s'il a été celui qui a permis de faire aboutir ces projets ou s'il a hérité finalement de projets qui avaient déjà été mis sur les rails par d'autres personnes. Voilà ce que ça m'inspire. D'accord. Donc pour vous, c'est pas forcément quelque chose. La grande nouvelle de la semaine, c'est pas forcément celle du retour de Nicolas Sarkozy. C'était attendu, non ? C'est pas un scoop que ça a eu lieu cette semaine. On s'attendait à ce que ça ait lieu tôt ou tard. Il a choisi ce moment-là. Non, c'est pas une surprise. D'accord, vous n'êtes pas surpris, donc on retiendra ça, Olivier. Donc à l'actualité, c'est également cette rencontre entre le préfet, le vice-rectorat et les principaux maires de Mayotte concernant les rythmes scolaires. Olivier, vous en avez entendu parler ? Disons que l'application pleine et entière et immédiate à Mayotte a provoqué effectivement un certain nombre de réactions, que ce soit au niveau des écoles, des parents d'élèves et de ceux qui travaillent de près ou de loin, comme c'est le cas pour nous, avec les écoles. Donc effectivement, nous, notre principal client dans ce domaine nous a alerté de la mise en place de cette réforme avec tout ce qu'elle suppose. Et j'ai eu l'occasion, encore une fois, de manifester par rapport aux effets négatifs que cela pourrait avoir sur les activités industrielles dont nous faisons partie. Donc, justement, concernant les effets de cette réforme sur les écoles, je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca qui nous en dit davantage sur la situation. Rattraper le temps perdu. Voilà l'objectif que s'était fixé Seymour Morsi ce matin, avant sa première rencontre officielle avec les maires de l'île. Autour de la table, chacun a pu ainsi prendre la parole afin d'évoquer en priorité les problèmes qui restent encore à régler sur les conditions d'accueil dans les écoles. Pour le préfet, un renforcement de la collaboration avec les maires est nécessaire. Je voulais juste partager avec les élus le fait que, 1, je suis heureux d'être là. 2, que je vais compenser cette frustration par une visite de chacune des communes et je compte y passer au minimum une demi-journée parce que je veux la visiter, je veux rencontrer les équipes administratives qui sont autour des élus pour voir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et essayer d'y répondre. Et je voudrais également terminer cette visite par une rencontre avec les habitants, la population, les personnes qui représentent des associations pour parler de Mayotte 2025.
Mayotte 2025, c'est l'autre objectif fixé par la préfecture. Les communes seront associées à la rédaction du document stratégique dans les mois à venir. Un texte qui devrait servir de conducteur pour l'éducation, la formation et le développement économique de l'île en général. Même si les maires s'estiment aujourd'hui écoutés, à la sortie, le bilan reste pourtant mitigé. Il n'y a pas eu de conclusion et bien sûr, on est appelé à se voir et approfondir certains sujets, notamment la problématique des rythmes scolaires, le fonds d'amorçage, la consommation des crédits, tout ça. On a demandé, nous les maires, d'avoir du concret, c'est-à-dire une signature, un engagement de l'État pour que nous, les maires, nous puissions bien sûr travailler sans pour autant se dire est-ce que c'est certain, est-ce que nous voulons lever l'ensemble des certitudes. Donc je dirais que c'est une première prise de contact. Pour rassurer les esprits, du côté de la préfecture, on a confirmé le déblocage des fonds d'amorçage de 144 € par an et par enfant. Un courrier officiel devrait même être rédigé d'ici les prochains jours. Autre confirmation, le reste de l'enveloppe budgétaire prévue pour la construction de classes sera utilisé d'ici la fin de l'année. Sur les 10 millions d'euros alloués, il en reste encore 5 à mobiliser. À rattraper le temps perdu, selon le préfet. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a effectivement peut-être une impression de temps perdu au sens où cette réforme a été annoncée en début d'année, que les maires ont vraisemblablement reçu un courrier au mois d'avril, je crois, annonçant justement la mise en place de cette réforme et leur demandant de mettre en œuvre tout ce qui était rendu nécessaire au préalable pour que la rentrée se déroule comme elle était prévue. Donc avec cette réforme en place et notamment la pause méridienne. Je pense que beaucoup de maires, à la réception du courrier, ont dû évoquer les difficultés qu'ils rencontraient de budget pour avoir des animateurs, de ressources pour accueillir les élèves durant cette pause méridienne et encore plus pour les établissements où les rotations sont en œuvre. Donc je pense qu'il aurait fallu plus en amont tenir compte des spécificités, encore une fois, de Mayotte. Faire un état des lieux déjà. Et on se serait très rapidement rendu compte que c'était très difficile de l'appliquer immédiatement sur Mayotte. Moi j'entends dire qu'il faut appliquer la loi. S'il fallait appliquer la loi, il faudrait déjà faire en sorte qu'il y ait un nombre de classes suffisant, faire en sorte que la limite des élèves par classe soit également respectée, faire en sorte qu'il y ait des lieux pour pouvoir se restaurer. Enfin, il y a un certain nombre de préalables qui aujourd'hui n'ont pas été remplis et ça me paraît un peu prématuré pour ne donner que mon avis que d'imposer cette réforme compte tenu des spécificités de Mayotte. Maintenant, je crois que l'État a joué son rôle, mais peut-être qu'il n'a pas suffisamment tenu compte de la situation des communes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens ni de recruter, ni de participer au repas scolaire, pour reprendre le sujet Vous que qui j'évoquais. êtes directeur de la laiterie de Mayotte, qu'est-ce que ça implique concrètement cette jusqu'à réforme présent, si elle devait être mise en place nos clients avaient un budget de 1,46 € par élève, décomposé avec une participation de 1,24 € de l'État et complété par 22 centimes de la part des parents. Aujourd'hui, avec la pause méridienne, les écoles doivent fournir un repas constitué d'une protéine et d'un féculent pour un budget qui a guère évolué. L'État, lui, a apporté sa contribution en faisant passer sa participation de 1,24 € à 1,94 €, donc c'est assez considérable, sauf que le reste n'a pas suivi. C'est-à-dire que les parents d'élèves ont déjà beaucoup de mal à réunir 22 centimes par élève et par jour. Il faudrait qu'ils participent à la même hauteur que l'État, ils ne le peuvent pas, encore moins les familles les plus défavorisées, et les communes ne participent pas. Donc on se retrouve à devoir fournir un repas à l'image de ceux qui peuvent être distribués en métropole, mais avec un budget beaucoup moins 3 à 4 fois inférieure. Donc la difficulté, elle est là. C'est une des difficultés de cette réforme. Et comment ça se passe alors concrètement sur le terrain ?
Aujourd'hui, rien n'est fait. De toute façon, il y a un certain nombre de marchés qui courent et les marchés devraient être conduits au plus tôt en décembre de cette année et à partir de 2015. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est un ralentissement du nombre de repas distribués chaque jour, mais plus parce que des écoles sont en grève suite aux derniers événements. D'une part parce qu'il y avait des associations de parents d'élèves qui manifestaient, d'autre part les événements de ce début de semaine ont aussi amené certaines écoles à être fermées. Donc on ne ressent pas encore les effets, mais on sait qu'à terme, puisque cette réforme s'appliquera à Mayotte, on sait qu'à terme ça pourra avoir une incidence. Donc nous on a sensibilisé le SGAR à cette situation, on est disposé à faire des efforts, mais il faudrait dans un premier temps permettre aux communes par exemple de détenir des chambres froides pour pouvoir stocker réaménager des produits frais. Aujourd'hui, comme je l'indiquais, c'est nous qui prenons en charge cette flotte qu'on renouvelle alors que c'est pas notre rôle. On le fait parce que les écoles n'ont pas les moyens, donc c'est le rôle des communes. Donc les écoles ne sont pas suffisamment équipées pour pouvoir assurer ce genre de prestations. Justement, votre média a fait suffisamment de reportages, de photos de la situation de certains établissements qui effectivement sont totalement dépourvus de Madame parfois Anchia, même de l'essentiel. Ouais. Justement, on en vient parce que Madame Anchia Bamana, qui est maire de la commune de Sada, est intervenue dans le temps de parole ce jeudi sur notre antenne et elle répondait aux questions de Patrick Mian concernant justement cette réunion tenue avec les membres de la préfecture et du vice-rectorat. On l'écoute. Je ne sais pas mes collègues dans leur commune, mais en tout cas, chez moi, la réforme n'est pas vraiment mise en place parce que je n'ai pas les moyens de la mettre en place de manière sécuritaire. Pour les enfants, je rappelle qu'au mois d'avril, il y a un des bâtiments de l'école de Bandani dont le plafond s'est effondré dans la salle. L'état des écoles de la commune de Sada sont dans un état de délabrement très très avancé. Et quand on vit dans cette peur de se dire qu'un beau jour on va nous appeler que le bâtiment s'est effondré sur la tête des élèves, vous pouvez comprendre la préoccupation qui est la nôtre tous les jours de vivre cette situation. Je l'ai chiffré à Sada. Nous avons déposé notre dossier de demande de subvention pour la rénovation de toutes les écoles de Sada. Ça s'élève à 1 200 000 €. Et c'est le cas pour les autres communes. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de réponse pour la rénovation des écoles. Et c'est une problématique qui fait que on peut, quand on vit cette situation, la prestation de faire de la garderie devient minoritaire, puisqu'on s'inquiète en particulier à la sécurité des élèves. Vous ne répondez pas à ma question. Quelle sera votre position vis-à-vis du vice-rectorat et de l'État? C'est non, on ne peut pas l'appliquer, ou leur donnez-nous des garanties mais on ne les donne pas, ou alors oui, on va le faire parce que vous nous obligez, mais tant pis, ce sera un désastre. C'est quoi la position des maires? On veut montrer bien une volonté de faire, parce que c'est quand même pas bien non plus de laisser les enfants dehors. On a eu 2 semaines de grève, les enfants n'ont pas été donc scolarisés, c'est très difficile. Il ne faut pas penser que c'est facile pour nous de voir que les écoles sont fermées. Bien sûr. Mais moi personnellement, je souhaiterais bien, comme d'autres maires, faire un effort au niveau des écoles qui ne sont pas en rotation, parce que pour celles qui sont en rotation, c'est encore une autre histoire. Donc Olivier, on vient d'entendre Madame Anchia Bamana, donc maire de la commune de Sada, qui elle fait part justement de sa difficulté à pouvoir mettre cette réforme en place au vu des difficultés déjà qu'elle a à avoir des locaux qui puissent accueillir convenablement les enfants. Vous, qu'est-ce que cela vous inspire ? La difficulté qu'on évoquait à l'instant, c'est vrai qu'aujourd'hui on a un nombre d'écoles insuffisant, un état de délabrement, pour reprendre ces termes, très avancé des classes existantes, une population par classe très très importante qui va bien au-delà des limites autorisées à mon avis, et une absence totale de locaux, que ce soit pour accueillir les enfants ou leur permettre de se restaurer à l'abri du soleil, de la pluie, ou ne serait-ce que pour pouvoir s'asseoir et disposer d'une table. Donc oui, c'est la réalité que décrit
pris Madame Bamana sur Sada reflète quand même aussi à mon beaucoup, avis, reflète la situation de beaucoup de communes sur Mayotte. Donc c'est une réalité, il faut en tenir compte. On sent que ça va être compliqué en fait, dans encore quelques mois, dans les mois qui vont venir. Oui, ça va être compliqué. Maintenant, cette réforme peut peut-être avoir un effet d'accélération sur les constructions d'écoles, sur leur aménagement. Ça a permis de mettre le doigt sur certaines choses qui... Ça aura peut-être un effet d'accélération en mettant le doigt sur les difficultés que rencontrent les communes pour assumer... Qui sont existantes depuis quelques années déjà. Certaines responsabilités, tout à fait. C'est tout ce qu'on souhaite, bien évidemment. C'est ici que s'achève cette première partie des Rendez-vous de l'info. Nous vous retrouvons tout à l'heure, juste après la pub. Nous sommes de retour dans les Rendez-vous de l'info avec moi ce soir Olivier Novou. Olivier, merci à vous d'être là. Vous êtes, je le rappelle, le directeur de la laiterie de Mayotte, que je ne me trompe pas. Et nous parlons tout à l'heure de l'actualité de la semaine, notamment avec la difficulté qu'ont les maires à mettre en place ces rythmes scolaires. Et on continue avec d'autres difficultés qui sont en passe peut-être d'être réglées, celles que sont en train de vivre les salariés et la direction de la Sodifram, avec cette grève qui dure depuis maintenant quelques mois, mais qui a été suspendue suite à un accord entre la direction et les salariés. On regarde ce reportage de Shakila Issouf. Cesser le mouvement afin que les esprits s'apaisent et que les décisions ne soient pas prises dans la précipitation et la pression. Mayotte était confrontée à de nombreux mouvements de grève. La situation semblait prête à exploser pour le groupe Sodifram. Mais aujourd'hui, les deux clans ont décidé de faire une trêve. Pour nous, il est très important à ce que cette décision de l'inspecteur du travail puisse être rendue dans le calme et dans la sérénité pour qu'on puisse avoir quand même quelque chose de légal, hein, parce que dans la légalité des choses, il faut que l'inspecteur ne soit pas dans la pression pour donner sa décision. La direction était murée dans le silence, mais après réflexion, ils se sont exprimés dans les médias en réponse aux grévistes. Souhaitant passer à autre chose, les responsables de la Sodifram souhaitent discuter dans le calme avec leurs salariés et faire comprendre que des fautes graves ont été commises par les grévistes tout au cours des différents mouvements de grève. Maintenant, il reste à l'inspecteur de savoir est-ce qu'il y a eu faute, est-ce qu'il y a un lien entre la faute et le mandat. Parce que ce qu'il faut croire, c'est qu'aujourd'hui, les délégués de Force ouvrière sont inquiétés. Hein, et il va falloir que les pressions cessent et qu'on retrouve la sérénité au niveau de la Sodifram. La situation semble être rentrée dans l'ordre. Les grévistes ont repris le chemin du travail, mais personne ne sait quel sera l'avenir de la cohésion sociale entre Sodifram et les salariés grévistes. Affaire à suivre. Une suspension de grève pour maintenir la sérénité pendant l'instruction de ce dossier. Olivier, vous en tant que directeur d'une structure comme la laiterie de Mayotte, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de situation ? Je pense que le représentant, le porte-parole des salariés a eu... je partage ce qu'il dit. C'est vrai qu'au moment où un inspecteur du travail doit rendre une décision, c'est toujours mieux qu'il puisse le faire dans un climat apaisé que dans un climat de tension où les différentes parties s'opposent de manière plus ou moins violente. Donc il faut saluer effectivement ce retour au calme et espérer que la décision rendue ne soulève pas de nouveaux mouvements. On le voit bien, un mouvement comme ça peut perturber très rapidement un ensemble d'acteurs. Donc on surveille
de près l'évolution de ce conflit qui dure depuis maintenant assez longtemps. Qui dure depuis longtemps, mais qui a pris un tournant. On imagine que ça a peut-être influé avec la venue de Madame Carole Desiano, qui est arrivée à Mayotte justement, l'intervention du directeur des ressources humaines, et suite à cela, ils se sont convenus de suspendre la grève. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui s'est passé, le fait que la direction, les représentants du personnel aient enfin accepté de dialoguer, ça a pu jouer, parce qu'avant le dialogue était rompu? Je ne suis pas suffisamment au fait de ce qui a pu se passer à l'intérieur. Il faut juste saluer qu'effectivement le dialogue social est repris. C'est toujours mieux d'arriver à dialoguer pour parvenir à des solutions qui sont le fruit d'une concertation, d'une discussion. Qu'est-ce qui a pu amener à rompre le dialogue? Dans un premier temps, je l'ignore. Après, je crois qu'il y a en jeu le licenciement de 5 représentants du personnel sur 35, si mes souvenirs sont bons. Donc, de fait, il y a forcément des tensions. Donc, autre sujet qui a marqué l'actualité cette semaine, ces violences entre les jeunes de Kaweni et les jeunes de Majicavo Koropa, suite à un match de football qui s'est tenu samedi de la semaine dernière. Des violences quand même assez étonnantes, parce que beaucoup de familles se sont retrouvées démunies suite à cela. Des personnes ont été violentées, et la Ligue, justement, dans la mesure où tout est parti de ce match de foot qui a mal tourné, a pris des sanctions. Donc on regarde ce reportage d'Abbas Alidi. En application des dispositions de l'article 9 de l'annexe 2 du règlement disciplinaire, à titre conservatoire, la Ligue de football de Mayotte a décidé de suspendre le terrain de FC Majicavo Koropa, toutes catégories confondues jusqu'à décision motivée, ainsi que le terrain de ASC Kaweni pour les U18 et les seniors jusqu'à décision motivée. Voilà la décision prise par la commission de discipline suite aux événements de ce week-end. De plus, dirigeants, éducateurs et capitaines des deux équipes sont également suspendus. C'est une sanction préventive, mais là, la commission, l'organe disciplinaire, a diligenté une instruction pour chercher, s'informer, avoir des informations très claires et précises par rapport au déroulement de ces de la situation qui s'est passée. Et puis par la suite, une fois que tous ces éléments seraient rassemblés, la commission de discipline convoquera les responsables. L'équipe de football du FC Majicavo Koropa est disqualifiée de toutes les rencontres de la Coupe de France régionale et de la Coupe de Mayotte. Une décision qui impactera les équipes de Mayotte dans leur ensemble. De plus, du 26 au 28 septembre, toutes les rencontres de football, toutes catégories confondues, sont annulées. Peut-être que laisser un week-end un peu pour faire prendre conscience que le football c'est universel, donc ça a quand même touché l'île de plein fouet pendant 3 jours, 4 jours même. Donc je pense que c'est quand même une décision sage. Maintenant, effectivement, pourquoi on va pas faire jouer les jeunes dans le sud, dans le nord, ça n'a rien à voir. Mais bon, au moins j'espère que ça va permettre aux clubs, aux gens, aux supporters de prendre conscience qu'un match de foot, ça reste quand même un match de foot et non pas un rendez-vous de bagarre et autre chose, quoi. Autre décision prise, il est également interdit de déplacer une délégation sportive de plus de 19 personnes, joueurs inclus, lors d'une rencontre opposant à une équipe de FC Majicavo Koropa. La Ligue indique par ailleurs que ces sanctions entrent en vigueur à compter du lendemain de la date de publication de l'extrait du procès-verbal sur leur site internet. La Ligue de football très réactive avec ses sanctions lourdes. Olivier, vous trouvez cela justifié, pas assez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît justifié au sens où une équipe de foot, elle est d'abord soutenue par en l'occurrence un village.
Et comme le rappelait la personne interviewée du football club de Sapéré, je crois, ça reste un match de foot. Et donc il peut y avoir une rivalité sur le terrain avec le respect d'un certain nombre de règles. Et la première des règles, c'est d'accepter le score. Il y a des règles, un juge arbitre, des joueurs qui connaissent les règles, un capitaine. Enfin, il y a un certain nombre d'instances et de garde-fous pour que les choses se déroulent sans en arriver là où on en est arrivé. Donc il faut effectivement qu'il y ait une prise de conscience à tous les niveaux, au niveau des joueurs, au niveau des supporters, qu'en aucun cas cela est justifié, et surtout veiller à ce que ça se reproduise pas, parce que être immobilisé sur une île 4 jours parce que suite à un match de foot qui a mal tourné, il vaut mieux que ça se reproduise pas. Le sport, ça peut donner lieu à beaucoup de tensions, beaucoup de passion, et on s'étonne quand même que des jeunes aillent jusque-là pour justement à cause de ce match de foot. Vous êtes sportif, Olivier, ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de montée de tension suite à un match ou je ne sais quel autre... Mais c'est tout l'intérêt du sport, c'est qu'effectivement il faut être passionné, énergique, mais justement le sport offre... Savoir se contenir aussi. Offre la possibilité d'exprimer toute cette énergie sur un terrain avec un certain nombre de règles à respecter. Donc encore une fois, moi je ne peux pas comprendre qu'on puisse en arriver là. Maintenant, je pense on sait que sur Mayotte, il y a une jeunesse un peu en détresse. Il y a un nombre de jeunes livrés à eux-mêmes sans aucun encadrement qui attendent le moindre prétexte pour exprimer la violence à laquelle on a assisté. Donc cet événement, même si on le dénonce, il témoigne quand même d'une vraie détresse, d'une certaine population qui se manifeste de cette manière. Et je pense qu'il faut arrêter de nier leur existence et agir rapidement. Moi, ce que je note à l'issue de ces événements, c'est qu'on a vu l'intervention des maires, on a vu l'intervention d'autorités religieuses. Et je pense qu'il faut absolument qu'aux côtés des forces de l'ordre, il y ait également l'intervention d'autorités morales et des élus. C'est aussi leur rôle que d'assurer le vivre ensemble. C'est aussi leur rôle de veiller à ce que ce genre d'événement n'ait pas lieu. Donc même si je regrette vraiment ce qui s'est passé, parce qu'en étant sur Kawani, ça a eu un impact sur votre activité, Olivier? Pas certainement moins important que chez d'autres, mais ça, pour ceux qui ont vécu les événements de 2011, ça a ravivé des vieux souvenirs pas forcément bons. Il y a eu des inquiétudes, il y a eu des réactions qui auraient pu conduire à d'autres événements malheureux chez les uns et chez les autres. Donc très sincèrement, je souhaite pas que des événements de ce type puissent se reproduire. Donc moi, encore une fois, je note, je ressors ce qui est positif. On a vu des maires dans les rues aller parler aux familles. Le rôle des parents est primordial, le rôle des écoles, le rôle des forces de l'ordre. Rappelez que pour vivre ensemble, il y a des règles à respecter, et c'est le rôle pas uniquement des forces de l'ordre que de rappeler ces règles. C'est aussi le rôle des parents, c'est aussi le rôle des élus, c'est aussi le rôle des autorités religieuses qui ont un contact privilégié avec certains membres de la population. Et je pense que si on a réussi à mettre un terme à ce conflit, c'est parce que tous ces acteurs ont joué leur rôle, voilà, et se sont mobilisés. Donc justement, vous parliez du savoir-vivre ensemble et du respect des règles. Mathis s'est investi dans cette voie avec cette opération de sensibilisation pour le respect des règles de sécurité à l'intérieur des bus scolaires. Donc ça s'est passé, c'était au collège de Kawini 2, c'était ce jeudi. Donc les précisions dans ce reportage de Camille Leca et d'Abbas Alidi. Attentifs, concentrés, ces élèves de 6e regardent un film d'un genre particulier ce matin. C'est un film pédagogique que leur propose l'entreprise de transport scolaire Matisse. À travers 5 minutes d'images en situation, il a vocation à sensibiliser ces jeunes aux différentes règles à respecter à bord des bus scolaires. Sécurité, mais aussi savoir-vivre, voici les bases. Et à la sortie, les collégiens l'ont bien compris. Je vais me mettre en ligne et dire bonjour et sortir ma carte. Et puis sortir mon sac et avoir mon sac dans la main
et s'asseoir, mettre la ceinture. J'ai compris qu'il ne faut pas jeter des trucs dans le bus, il ne faut pas manger, ni de frapper les autres. Il faut toujours mettre son ceinture. Après la théorie, la pratique. Les 2 agents de médiation ont aussi emmené les élèves à bord d'un bus pour leur apprendre les premiers gestes de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie. Le collège Kawini 2 accueille principalement des élèves de Majika Vokoropa, qui est à l'heure actuelle le plus gros point d'arrêt scolaire de l'île, avec 1700 élèves transportés par jour. Et on se rend compte qu'au quotidien, sur le terrain, le matin, au ramassage, c'est très compliqué, les gamins se poussent, il n'y a pas d'ordre dans les montées, etc. Donc on a choisi en priorité de revenir sur le collège K2. Avec tout ce travail de prévention, le transporteur scolaire espère généraliser les bons comportements à bord des bus qui transportent chaque jour près de 21 000 élèves. Une société de transport scolaire qui s'investit justement dans le respect des règles. Vous en parliez tout à l'heure, que ces jeunes, en fait, quand vous dites, on parlait justement des jeunes de Kawini, ont besoin qu'on leur montre justement les bases, on leur montre les bonnes choses. Vous, Olivier, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la société Matisse ? Effectivement, pour rebondir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le vivre ensemble est possible qu'à partir du moment où on définit des règles, que tout le monde les respecte. Et là, la société Matisse fait son job. J'imagine que d'après l'interview du directeur adjoint, qu'il y a des retards, aussi bien à l'arrivée qu'au départ. Donc ils ont tout intérêt à ce que le flux des élèves soit plus rapide. Et donc rappeler un certain nombre de règles qui permettront au bus de partir à l'heure et d'arriver à l'heure. Donc là encore, on voit la nécessité de développer de la proximité avec ces usagers. On voit aussi l'intérêt de ne pas laisser porter par l'État seul un certain nombre d'actions et notamment la formation. On aurait pu penser que c'était au vice-rectorat de le faire. Je pense que dans le contrat que Matisse, pour le transport scolaire, il doit être tenu quand même d'assurer un minimum de formation. Mais voilà, il faut que l'ensemble des acteurs agissent. Chacun a sa part de responsabilité et chacun doit faire son job. Donc je pense que Matisse fait son job, le vice-rectorat fera le sien. Et il faut s'assurer que les élèves auront bien compris et respecteront les règles. À mon avis, il y aura besoin de 2 ou 3 séances supplémentaires, ne serait-ce que pour rappeler les règles. D'accord, donc on reste dans le milieu scolaire, donc avec cette journée qui a été organisée par le collège de Mgombani concernant la journée européenne des langues. Vous parlez anglais, Olivier ? Yes, I do. D'autres langues européennes peut-être ? On n'a pas tellement l'occasion de pratiquer les langues étrangères, européennes pardon, à Mayotte. Mais j'aime beaucoup les langues étrangères. Ouais. C'est justement l'initiative en fait qu'a prise le collège de Mgombani en participant à cette journée européenne des langues. Donc une journée qui a été initiée par le Conseil de l'Europe à Strasbourg. C'était en 2001, donc pour favoriser l'apprentissage des langues européennes, pour également favoriser le plurilinguisme. Donc on regarde ce reportage de Camille Leca. L'heure était à la fête cet après-midi dans la cour du collège de Mgombani. Anglais, espagnol, allemand, portugais et j'en passe, les élèves étaient tous rassemblés pour célébrer les 25 langues européennes. Et tout cela en musique. La journée européenne des langues, c'est un gros événement parce qu'il y a tout le collège qui s'est rassemblé, qui est resté pour voir le spectacle. Et il y a une bonne ambiance et c'est super. Nous, on a chanté Heal the World de Michael Jackson, c'était magnifique et j'espère qu'on fera ça l'année prochaine. Les collégiens ont même mis l'ambiance avec des instruments aux couleurs locales. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin avec une petite chanson.
les langues européennes auprès des jeunes élèves mahorais? Il y a certains partisans de l'enseignement bilocutaire et ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'à partir du moment où on enseigne une langue dans la langue maternelle de l'élève, l'élève a plus de chances de réussir sa scolarité. Donc il était question de faire des thèses, je ne sais pas où est-ce que ça en est. Donc le bilinguisme et la maîtrise de plusieurs langues pose déjà la question de la cohabitation du mahorais et du français à l'école, avant même de proposer l'anglais, l'espagnol, le russe ou le chinois. On le voit aujourd'hui, depuis que Mayotte est devenu département, région ultra-périphérique, en fait on sort un petit peu du territoire même et on s'exporte. Donc une bonne initiative aussi peut-être pour pousser nos jeunes à voir plus loin, peut-être plus tard favoriser je sais pas, des oui, mais là encore, il ne faut peut-être pas à... aller trop vite. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes mahorais parlent bien le français? Est-ce qu'ils parlent bien le mahorais? Est-ce que pour apprendre une langue, il ne faut pas déjà en connaître une maîtriser celle parfaitement et bien la maîtriser? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut d'abord bien maîtriser une langue avant d'en apprendre une seconde ou une troisième. Sinon, on fait un mélange des deux, des trois, voire des quatre. Et ce que j'observe, moi, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes mahorais ne parlent ni bien mahorais ni bien français. Il faut un mélange des deux. Et qu'on voit apparaître un espèce de créole qui mélange plusieurs mots. On va vers une nouvelle langue vivante. Oui, je pense. Je le pense. On le voit dans les rues, il y a un mélange. Autre sujet d'actualité cette semaine, donc vendredi et samedi, ça vous dit quelque chose, Olivier? Urahafu Naunono, vous voyez que je parle très bien le mahorais. Oui, il s'agit de l'initiative prise par la mairie de Mamoudzou pour rendre la commune plus salubre. Et on a d'ailleurs vu depuis hier un certain nombre d'agents de la mairie à l'œuvre, nettoyant les abords des routes. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Il ne faudrait pas que ce soit une opération de com. Je me souviens que l'équipe qui a remporté les élections municipales avait effectivement annoncé deux objectifs: la réduction de l'insalubrité et puis la réduction de l'insécurité dans les rues de Mamoudzou. J'ai l'impression que pour le coup, ils tiennent leurs engagements. Ils rendront compte peut-être eux aussi prochainement, comme le fait le sénateur Tani. Mais c'est une très bonne chose. On le voit, on a quand même beaucoup d'insalubrité sur la commune reine de l'île et c'est donc une très bonne initiative, mais il faudrait que le nettoyage des rues, le ramassage des ordures soit quelque chose de journalier. C'est la deuxième édition justement de cette opération, donc Urahafu Naunono en français. Olivier? Je ne saurais pas traduire mot pour mot. Vous voyez propreté la difficulté de traduire littéralement une langue. Les précisions de Shakila Issouf et de Fred Soulaimana. Munis de sacs poubelles, de gants, de râteaux, les agents de la mairie et les élèves des écoles de la commune de Mamoudzou ont sillonné l'ensemble de la zone de la mangrove et des rues publiques pour ramasser les déchets. L'objectif étant de permettre aux Mamoudiens de changer et d'adopter d'autres comportements face à l'environnement. Là, on a mis un système, le tri. Donc pour tout ce qui est les sacs transparents, là, on a demandé aux gens de mettre uniquement les canettes et les bouteilles. C'est les valorisables. Donc ça, en fait, ça sera récupéré par écosystème, donc l'organisme qui récupère de tout ce qui est emballage ménager. Et donc ça sera compacté et ça sera donc exporté à l'extérieur vers des centres de valorisation. Une opération pour promouvoir tout ce qui est ramassage des ordures, pour inciter les gens à ne plus jeter sur la voie publique. Olivier, vous qui êtes directeur de la laiterie de Mayotte, je reviens encore sur votre fonction, avec ces petits pots de yaourt, qu'est-ce que vous voyez Comment vous voyez cette opération? On dit dans le développement durable, pour éviter qu'on ait des déchets, déjà n'en produisons pas. Donc c'est vrai que nous à la laiterie, on aimerait pouvoir faire en sorte de générer moins de déchets, en travaillant notamment avec des emballages biodégradables. Donc on a fait une étude, mais malheureusement, elle n'a pas permis d'aboutir à l'utilisation de ces emballages biodégradables.
au sens où le différentiel de prix est tel que on ne pourrait pas supporter seul ce surcoût et ça amènerait nos produits à des niveaux de prix que le consommateur risquerait de ne pas accepter. Donc on est encore, le marché est encore trop petit pour pouvoir basculer sur ces solutions. Donc à partir du moment où on émet un déchet, on a bien sûr à cœur de faire en sorte que ce déchet soit jeté dans les endroits appropriés et qu'il puisse être ensuite traité, puisqu'à partir du moment où un déchet peut être correctement collecté, on peut envisager éventuellement son recyclage. Donc tous les déchets qui sont jetés à même le sol ou par la fenêtre, comme on le voit parfois, sont beaucoup plus difficiles à collecter et donc beaucoup plus difficiles à traiter, et surtout ils entraînent une pollution visuelle et ils donnent surtout une très mauvaise image de l'île qui, ne l'oublions pas, a à cœur de développer le tourisme. Et pour un touriste, c'est vrai que l'insalubrité choque souvent les premiers arrivants à Mayotte. On revient justement sur votre activité, Olivier, la laiterie de Mayotte. Donc c'est quoi exactement? Depuis combien de temps elle existe à Mayotte? Depuis un peu plus de 20 ans, selon la date à laquelle on considère qu'on a repris l'activité, puisque ce n'est pas nous qui l'avons créée, nous l'avons repris, mais on existe depuis une vingtaine d'années et nous fabriquons et distribuons des produits laitiers frais ainsi que des glaces, que ce soit des glaces à l'eau ou des crèmes glacées. Voilà, la laiterie de Mayotte résumée en quelques mots, ce que nous faisons. Merci Olivier pour toutes ces précisions. Merci Amina. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos.